Bon, bah, écoutez, je pense que on va pouvoir donc maintenant commencer ce webinaire. Donc merci déjà, voilà, je pense que maintenant on est tous connectés, donc on va pouvoir commencer. Merci déjà d'être là aujourd'hui au rendez-vous, comme toujours, pour nos webinaires dédiés aux produits pour les non-résidents et les expatriés. On a déjà parlé du crédit immobilier, de divers produits dédiés aux non-résidents expats. Et aujourd'hui, ce webinaire est consacré à l'assurance prêt pour les non-résidents et les expatriés. Voilà, donc on trouvait intéressant aujourd'hui d'organiser ce webinaire puisque l'assurance prêt pour les non-résidents et les expatriés est parfois un produit qui peut paraître anodin, mais nous, en tant que spécialistes sur tout ce qui est services bancaires et gestion patrimoniale pour les non-résidents et les expats, on sait que c'est un produit qui peut présenter certains avantages et bénéficier effectivement et pouvoir économiser de l'argent grâce à ce produit-là. Et également, l'objectif de ce webinaire est donc de vous expliquer un peu ça et également de vous expliquer le produit, parce qu'il est parfois mal compris. Beaucoup de gens pensent avoir compris de ce produit-là en pensant que c'est un produit qui est facile à comprendre, mais il y a certaines spécificités à connaître et donc on va vous les présenter. Donc dans un premier temps, j'expliquerai ce que c'est l'assurance prêt, rappeler un peu ce que c'est, ça peut paraître bête, mais voilà, il y a des choses à savoir. J'énumérerai ensuite les différentes garanties auxquelles vous avez accès dans le cadre d'un contrat d'assurance prêt. Il y en a plusieurs, elles sont parfois incomprises, donc j'essaierai d'être clair là-dessus. Je vais ensuite parler des quotités de financement, des différentes solutions que vous avez face aux banques. Je vous expliquerai ensuite un peu les différences, les limites de l'assurance prêt pour les non-résidents et les expats par rapport à ceux des résidents. Je parlerai ensuite des différents dispositifs, loi Lagarde, loi Hamon et amendement Bourquin. Je vous présenterai un peu comment ensuite sont calculés les tarifs d'assurance et comment ils sont présentés en faisant la distinction entre taux nominal et TAEA, taux d'assurance effectif annuel. Taux annuel effectif d'assurance. Et ensuite, je vous mettrai un peu en avant l'impact de la négociation d'un contrat d'assurance prêt sur le TEG, donc le taux effectif global de votre financement immobilier. Voilà. Donc sans plus tarder, j'attaque. Donc je vais commencer, comme je vous le disais, par vous rappeler ce que c'est l'assurance prêt. Alors, encore une fois, ça peut paraître bête comme ça, mais là, je pense que c'est important de le détailler puisque nous, au quotidien, on se rend compte que parfois, certains de nos clients ne savent pas forcément précisément ce que c'est et quelle garantie ça couvre. Pour être très clair et très simple et aller vraiment droit au but, l'assurance prêt, c'est un produit, une assurance donc, qui permet de couvrir un risque médical, un risque de santé, de décès ou d'invalidité. Voilà, donc vraiment, l'assurance prêt, c'est vraiment une assurance qui permet de couvrir un risque lié à votre état de santé ou voilà, lié à vos activités journalières qui pourraient avoir un impact sur votre état de santé de manière générale. Donc voilà, l'assurance prêt, c'est juste ça. Ça vous couvre dans le cadre d'un décès ou alors d'une invalidité pour pouvoir travailler. Ça couvre ces deux risques-là. Je précise ça parce que il y en a beaucoup de clients parfois qui font l'amalgame entre l'assurance prêt et les garanties hypothécaires. C'est vraiment deux choses différentes. Parfois, pourquoi je vous dis ça? Parce que on a certains clients qui parfois nous disent non, mais je n'ai pas besoin de souscrire une assurance santé, une assurance prêt, pardon, parce que la banque va prendre une hypothèque sur le bien. Et inversement, certains clients nous disent non, mais je vais souscrire une assurance prêt et du coup la banque n'aura pas besoin de prendre une garantie sur le bien. Le truc, c'est qu'il faut vraiment ne pas faire l'amalgame entre ces deux choses-là, qui sont deux choses vraiment totalement distinctes et qui viennent garantir deux choses différentes. L'assurance prêt vient couvrir le cas où vous décédez, le cas où vous avez une invalidité, vous ne pouvez plus aller travailler et vous n'avez plus de revenus liés à votre travail. Voilà ce que couvre l'assurance prêt. Les garanties hypothécaires, c'est tous les autres cas. C'est-à-dire, si demain, vous allez très bien, vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas d'invalidité, vous continuez à travailler, et dans ce cas, imaginons, vous décidez d'arrêter de rembourser votre prêt. Eh bien, dans ce cas-là, c'est la garantie hypothécaire qui prend le relais. L'assurance prêt ne
servira à rien dans ce cas de figure-là. Et effectivement, la banque, là, pour le coup, dans ce cas-là, utilisera la garantie hypothécaire qu'elle a placée sur votre bien pour pouvoir se rembourser. Voilà. Alors, quand je dis garantie hypothécaire, j'englobe également, pour vulgariser un peu, tout ce qui est caution bancaire. Bien évidemment, c'est un peu le même mécanisme. Voilà. Mais je voulais vraiment commencer par ça en faisant la distinction entre ce qu'était l'assurance prêt, ce qu'elle couvrait, donc le décès, les invalidités, et tout ce qui est garantie hypothécaire, qui sont vraiment deux choses différentes et qui sont complémentaires. Voilà. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, je vais vous expliquer un peu quels sont les différents types de garanties. Quand vous souscrivez une assurance prêt, les contrats vous proposent plusieurs types de garanties que vous pouvez choisir selon ce que vous souhaitez comme garantie, en fonction de votre profil, en fonction de votre situation professionnelle, en fonction de vos pratiques et en fonction du projet que vous allez, dans lequel vous allez investir. Donc, je vais énumérer ces différentes garanties, vous expliquer un peu comment elles fonctionnent et dans quelle catégorie elles se trouvent. Donc, il faut bien distinguer déjà deux grandes catégories dans les garanties d'assurance prêt, qui sont les garanties principales et les garanties complémentaires. Donc, dans les garanties principales, il y a deux garanties qui sont généralement indissociables. Ce n'est pas toujours vrai, puisqu'il y a certaines banques qui les dissocient, certains assureurs qui les dissocient, mais de manière générale, elles sont indissociables, qui sont le décès et, qu'on appelle dans le jargon, le PTIA. Donc, le décès, inutile de rentrer dans les détails, c'est le jour où vous décédez. Donc, si vous souscrivez, dans le cadre d'un contrat d'assurance prêt, la garantie décès, ça veut dire que si un jour, ce que je ne vous souhaite pas, vous décédez, l'assureur va rembourser le capital restant dû de votre crédit. Donc, voilà, c'est ça, la garantie décès, c'est ni plus ni moins la prise en charge de l'assureur, la prise en charge du capital restant dû de votre crédit le jour où vous décédez. Voilà. Le PTIA, donc la deuxième garantie qui est dans la plupart des cas indissociable, c'est donc le PTIA. Le PTIA, c'est l'abréviation pour perte totale irréversible d'autonomie. Donc derrière cette formule un peu élaborée, ça signifie que la perte totale irréversible d'autonomie correspond à si un jour vous avez une invalidité qui implique le fait que vous avez besoin d'une tierce personne pour les gestes quotidiens. Donc, vous lavez, mangez, etc. Donc, en l'occurrence, vous n'êtes pas mort, mais bon, voilà, c'est vraiment, vous êtes dans un état d'invalidité quasi extrême. C'est ça le PTIA. Voilà. Donc, dans les garanties principales, le décès, le PTIA. Donc, si un jour vous avez souscrit à la garantie décès, donc le contrat d'assurance prêt, si un jour vous décédez, l'assureur va rembourser intégralement le capital restant dû de votre crédit. La perte totale irréversible d'autonomie, si vous souscrivez donc le PTIA, l'assureur, si un jour vous arrive effectivement une invalidité équivalente au PTIA, l'assureur va rembourser le capital restant dû de votre prêt. Voilà. Donc ça, c'est pour les garanties principales. Ensuite, il y a les garanties complémentaires. Donc les garanties complémentaires, elles sont au nombre de 4. L'ITT, l'ITP, l'IPT et l'IPP. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de P, beaucoup de T, beaucoup de I, et je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, il y en a 4, encore une fois. La première, c'est l'ITT. Donc, l'ITT, c'est l'invalidité temporaire de travail. Donc, l'invalidité temporaire de travail, c'est si un jour, vous avez une invalidité quelconque qui vous empêche de travailler. Attention, une invalidité temporaire. Ça veut dire qu'elle est temporaire, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est une invalidité qui finira, qui a une date de fin, alors, évidemment certainement indéterminée, mais en tout cas qui est considérée comme temporaire. Dans ce cas-là, vous ne pouvez plus aller travailler, théoriquement, vous n'avez plus de revenus. Ainsi, cette garantie fait en sorte que l'assureur va prendre en charge non pas le capital restant dû du crédit, mais les mensualités de prêt, le temps que votre invalidité se termine. Voilà. Donc l'invalidité temporaire de travail est différente par rapport au décès au PTIA dans le sens où elle est temporaire. Ça veut dire que l'assureur ne va pas rembourser le capital restant dû, puisque l'invalidité est temporaire, elle va simplement prendre en charge la mensualité de prêt temporaire, la mensualité de crédit, temporairement, le temps que votre invalidité se termine et que vous puissiez retourner travailler. Voilà ce que c'est l'invalidité temporaire de travail, l'ITT. C'est la première garantie complémentaire. La deuxième garantie, l'ITP, incapacité temporaire partielle.
Donc, en fait, l'incapacité derrière cette formule, pareil, un peu élaborée, c'est simplement la continuité de l'ITT. C'est une garantie qui vient compléter l'ITT que je viens de vous présenter. En fait, c'est dans le cas où vous avez une invalidité temporaire qui vous empêche de travailler, mais simplement partiellement. C'est-à-dire que temporairement, cette invalidité vous permet simplement d'aller travailler à temps partiel. Dans ces cas-là, si vous avez souscrit cette garantie, l'assureur va rembourser votre mensualité de prêt simplement à hauteur de 50%. Effectivement, étant donné que votre invalidité est temporaire et partielle, l'assureur ne va pas rembourser le capital restant dû, mais va simplement prendre à sa charge le montant de votre mensualité de prêt, simplement temporairement le temps de votre invalidité, et simplement à hauteur de 50% de votre mensualité de prêt, étant donné que vous pouvez venir travailler partiellement. Voilà. Donc la différence entre l'ITT et l'ITP, c'est que l'ITT, l'assureur prend en charge 100% de votre mensualité de prêt. Pour l'ITP, elle prend en charge que 50% uniquement, puisque vous travaillez à temps partiel. Voilà pour les deux premières garanties. La troisième garantie, c'est l'IPT, l'invalidité permanente totale. Donc l'invalidité permanente totale, c'est pour le coup une invalidité qui est, donc, comme son nom l'indique, permanente. Ça veut dire que vous avez une invalidité au même titre que le PTIA qu'on a vu tout à l'heure, mais donc qui est permanente. Ça veut dire que l'assureur va rembourser, ne va pas prendre en charge la mensualité de prêt, mais là, elle va rembourser le capital restant dû, totalement, étant donné que cette invalidité est permanente. La différence entre le PTIA qu'on a vu tout à l'heure et l'IPT, c'est que l'invalidité est de minimum 66%. Donc, on n'est plus dans un cas où vous avez besoin d'une tierce personne pour les gestes quotidiens. Vous êtes quand même invalide jusqu'à 66%. Voilà. Donc, en d'autres termes, si un jour vous avez une invalidité, vous avez un accident de voiture ou quoi que ce soit, qui vous rend invalide à hauteur de minimum 66%, dans ce cas-là, si vous avez souscrit à la garantie ITP, elle vous couvrira et l'assureur remboursera la totalité du capital restant dû de votre crédit immobilier. Ensuite, la quatrième, donc ça c'était pour la troisième garantie complémentaire. La quatrième garantie, c'est l'IPP. L'IPP, c'est l'incapacité permanente partielle. Donc en fait, c'est un peu comme l'IPT, c'est une sorte de prolongement de l'IPT. Ça veut dire que si un jour vous avez une incapacité qui est permanente, c'est-à-dire que vous êtes invalide à vie, mais dans ce cas-là, on n'est plus à hauteur de 66%, mais à hauteur de 33%. Pareil, dans le même exemple, si demain vous avez un accident de voiture qui vous rend invalide à minimum à hauteur de 33%, et bien dans ce cas-là, l'assureur va prendre à sa charge le capital restant dû de votre crédit et le remboursera intégralement. Voilà. Écoutez, je vous ai énuméré les 6 garanties que proposent les assureurs. Il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont des garanties qui sont vraiment un peu plus marginales, notamment la garantie perte d'emploi, qui est très très chère et que généralement personne ne souscrit. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque, pour ainsi dire, nous ne la faisons jamais souscrire. Donc, pour résumer, décès PTIA, qui sont les deux garanties principales qui sont généralement indissociables, le décès, la perte totale irréversible d'autonomie, donc une tierce personne pour les gestes du quotidien. Et ensuite, les garanties complémentaires qui sont au nombre de 4. Donc l'ITT, l'ITP, l'IPT et l'IPP. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les différentes garanties. Maintenant, je vais vous parler des quotités d'assurance. Alors, les quotités d'assurance, c'est pareil, une notion parfois qui peut paraître anodine, mais il y a quand même quelques subtilités et je voulais aborder la question avec vous. Comme ça, vous savez ce que c'est précisément. Alors, la quotité d'assurance, c'est simple, c'est quand vous souscrivez à une assurance prêt, il y a toujours une quotité qui est appliquée à votre contrat d'assurance prêt. Je m'explique. Si demain, vous empruntez 100 000 € sur une durée de 20 ans, la banque va vous demander quelle quotité vous souhaitez appliquer à cette assurance. Quand vous empruntez seul, évidemment, la banque exige toujours que la quotité minimale soit de 100%. En d'autres termes, vous n'avez pas vraiment le choix. Effectivement, quand vous empruntez 100 000 €, la banque va vouloir à ce que vous soyez assuré à hauteur de 100 000 €. Donc, elle n'acceptera pas si vous empruntez
100 000 euros que vous appliquez une quotité de 50%. Parce qu'en fait, quand vous appliquez une quotité de 50% sur un prêt de 100 000 euros, ça veut dire que vous n'êtes assuré qu'à hauteur de 50 000 euros. Voilà, c'est ça la définition de la quotité. La quotité, c'est le pourcentage sur lequel que vous allez appliquer sur le montant de prêt que vous allez emprunter auprès de la banque. Donc, si vous empruntez 100 000 euros, vous appliquez une quotité de 50%, vous n'êtes assuré qu'à hauteur de 50 000 euros. Si vous empruntez 100 000 euros, vous appliquez une quotité de 75%, vous allez être assuré qu'à hauteur de 75 000 euros, etc. etc. Évidemment, quand vous empruntez, l'idée, c'est d'être assuré à hauteur du montant, à une quotité à 100%, c'est-à-dire à hauteur du montant total du prêt que vous allez souscrire auprès de la banque, ce qui est tout à fait logique et c'est normal et que la banque exige que vous soyez assuré à hauteur de 100%. Donc finalement, quand vous empruntez seul, vous n'avez pas vraiment le choix. Voilà, la quotité, c'est 100%, c'est ça ou c'est rien. Alors, pourquoi parler de quotité, me direz-vous, puisque si il n'y a que 100%, pourquoi en parler? Eh bien, il y a quand même certains cas de figure où effectivement la quotité est importante d'en parler et il peut y avoir plusieurs variantes. Et généralement, cette situation-là arrive lorsque vous empruntez à deux ou à plusieurs. Effectivement, quand vous empruntez à deux, par exemple, monsieur et madame, là, dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs cas de figure. La banque va toujours exiger que vous soyez assuré au minimum à 100%. Le fait est que vous êtes deux dans notre cas, et dans ce cas-là, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez faire 50-50, 75-25, 100-0. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler, puisque les quotités d'assurance, lorsque vous empruntez à deux ou à plusieurs, dans ce cas-là, il y a plusieurs cas de figure. Donc, dans ce cas-là, comment choisir les diverses quotités? En fait, généralement, on fait le choix en fonction de du salaire respectif de chacune des têtes qui empruntent. Prenons un exemple. Si monsieur et madame souscrivent un crédit de 100 000 euros, comment choisir les quotités? Imaginons si madame gagne la totalité du salaire et monsieur ne travaille pas. Dans ce cas-là, évidemment, ça n'aura quasiment aucun intérêt d'assurer monsieur et plutôt de mettre les 100% sur madame. Effectivement, si demain madame décède, il n'y a plus de revenus dans le couple et dans ce cas-là, le prêt est remboursé intégralement. Inversement, si on avait fait 100 sur monsieur, 0 sur madame, madame décède, le prêt n'est pas remboursé et monsieur n'a pas de revenus et ne peut pas rembourser le prêt. Voilà. Donc, à travers ces exemples, je vous illustre simplement la logique sous-jacente aux quotités d'assurance et comment elles doivent être appliquées. Généralement, elles suivent simplement la règle des revenus respectifs de chacun des emprunteurs. Voilà, mais là, je vous ai donné un exemple de 100-0, et ça peut être 50-50, ça peut être 75-25. Imaginons, dans le couple, madame gagne 8 000 euros et monsieur gagne 8 000 euros par mois et monsieur gagne 2 000 euros par mois. Monsieur a quand même des revenus, ils sont quand même plus faibles. Donc, l'idée est de respecter une proportion par rapport aux revenus respectifs de chacune des têtes dans le couple. En l'occurrence, 8 000 et 2 000, la logique voudrait approximativement qu'on assure madame à 75% et monsieur à 25%. Voilà. Tous les cas de figure sont possibles. Vous pouvez faire du 50-50 si effectivement, dans le couple, monsieur gagne autant que madame. Ainsi de suite, ainsi de suite. On peut faire du 75-25, 50-50, 80-20, 100-0. Enfin voilà, il y a vraiment tous les cas de figure et ça, c'est libre à vous de choisir un peu les quotités qui vous semblent les plus en adéquation avec les revenus de chacune des têtes. Voilà. Également, il y a une dernière subtilité également dans la quotité d'assurance prêt. Sachez-le, quand vous empruntez à plusieurs ou à deux, il est possible également de s'assurer au-delà de 100%. Vous pouvez aller jusqu'à 200%. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'assurer monsieur à 100% et madame à 100%, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain madame décède, l'intégralité du prêt sera remboursée. Si monsieur décède, l'intégralité du prêt sera remboursée. En fait, l'idée est de dire que, au-delà du fait que le décès d'un proche du co-emprunteur aura un impact financier sur la globalité du groupe emprunteur, elle aura également un effet psychologique. C'est-à-dire que demain, si madame gagne autant de monsieur, si monsieur décède, madame aura effectivement perdu 50% des revenus,
mais également un impact psychologique qui fait qu'elle préférera peut-être que le prêt soit remboursé intégralement. Voilà. Donc, sachez-le, il y a effectivement, quand vous empruntez à plusieurs, à deux ou à plusieurs, eh ben, les quotités d'assurance peuvent être ajustées 50-50, 80-20, mais également au-delà de 100%. On peut faire du 150, par exemple, 100-100, donc être assuré jusqu'à 200%, 175, 120, enfin voilà, toutes les cas de figure sont possibles. Voilà. Donc, en ce qui concerne les quotités, voilà ce qu'il en est. Je voulais vraiment vous apporter ces points-là, aborder cette notion-là parce qu'elle me paraissait assez subtile et parfois assez incomprise. Et donc, je voulais vous expliquer un peu. Donc, j'espère que j'ai été clair et que ça vous donnera un peu plus de billes quant au choix des quotités d'assurance le jour où vous allez souscrire une assurance. Voilà. Je vais donc maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, des choses un peu plus pratiques. Et je voulais aborder les différentes solutions qui vous sont accessibles le jour où vous allez souscrire un contrat de prêt. Et notamment le choix de l'assurance prêt. Donc, quand vous allez rencontrer votre banquier, je vais vous énumérer les différentes solutions que va vous proposer votre banquier. La première, il y en a 3. Donc, c'est l'assurance groupe, l'ADE et la délégation d'assurance. Donc, je vais vous expliquer un peu comment les 3 fonctionnent pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les billes le jour où vous allez souscrire un prêt auprès de votre banquier et souscrire un contrat d'assurance prêt auprès de votre banquier. Je pense que ce paragraphe-là, il est super important parce que ça vous permet vraiment de comprendre ce à quoi vous avez accès et ce à quoi votre banquier peut vous donner accès. Et évidemment, ces solutions-là ont vraiment un impact financier important. Et donc, je pense que c'est important que vous puissiez les comprendre et comprendre la mécanique sous-jacente de ce qu'il y a derrière. Donc, je vais commencer donc, par l'assurance groupe. Donc, demain, si vous allez voir votre banquier, vous allez il va vous proposer une solution de prêt immobilier, donc en vous faisant son offre de prêt, donc le taux de crédit, les frais de dossier, etc., etc. Et il va également ce qui est toujours abordé, puisque l'assurance prêt, ce qu'il faut le savoir, c'est donc 99% est toujours obligatoire, va donc arriver le moment où vous allez aborder effectivement l'assurance prêt. Donc, généralement, il va généralement vous proposer 3 solutions. La première, donc, c'est l'assurance groupe. L'assurance groupe, qu'est-ce que c'est? L'assurance groupe, c'est le contrat que propose la banque. En fait, quand elle vous propose un crédit, elle a avec un produit d'assurance prêt qui est un peu, on va dire, homogénéisé, un peu packagé. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat d'assurance groupe. Comme son nom l'indique, c'est le même contrat pour tous les emprunteurs, approximativement. Ça veut dire en gros qu'une personne jeune en bonne santé va souscrire au même contrat qu'une personne âgée en mauvaise santé. Et en fait, le contrat d'assurance groupe, pour parler un peu et pour vulgariser un peu, c'est les personnes jeunes en bonne santé qui compensent les tarifs, qui compensent le risque des personnes âgées en mauvaise santé. Je schématise évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà un peu comment fonctionne un contrat d'assurance groupe. Et donc, c'est un contrat un peu packagé, tout prêt à l'emploi, que va vous proposer votre banque. Donc, généralement, il ne rentre pas trop dans le détail. Il va vous demander à peu près votre âge, des petites questions sur vous, etc. Mais il ne va pas rentrer trop dans le détail sur ce que vous faites, etc. Puisqu'évidemment, c'est un produit qui est un peu packagé. Voilà. Donc, l'assurance groupe, c'est un produit qui est bien parce c'est un produit qui n'est pas trop mal parce qu'à la souscription, ça va vite, etc. C'est un produit qui est simple puisque c'est le même pour tout le monde. Évidemment, encore une fois, je schématise puisqu'il peut y avoir plusieurs tranches d'âge, il peut y avoir certaines spécificités, etc. Mais je vous donne le fonctionnement schématique de comment fonctionne le contrat d'assurance. Donc, effectivement, c'est un contrat voilà, qui est simple, etc. Donc, qui est plutôt pratique, qui va vite, tout ça. Par contre, c'est vrai, on peut constater que dans certains cas, au niveau des tarifs, ça peut être un peu plus cher. Voilà. Ce n'est pas une science exacte, évidemment. Ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Mais dans certains cas, on peut voir des tarifs qui sont un peu plus élevés. Voilà. Donc ça, c'est la première solution que peut vous proposer votre banquier. La deuxième solution, c'est l'ADE. L'ADE, donc pareil, c'est une abréviation. Alors là, en l'occurrence, excusez-moi, mais je ne vais pas pouvoir vous dire ce que ça signifie. J'ai oublié, je le rajouterai
dans le contenu du webinaire qui vous sera envoyé. L'ADE, c'est quoi? C'est en fait un contrat d'assurance prêt que va pouvoir vous proposer votre banquier, mais qui n'est plus vraiment un contrat d'assurance groupe. En quelque sorte, c'est comme si le banquier faisait un peu le métier de courtier et qu'il a un produit d'assurance prêt vraiment un peu négocié quasiment au fil du rasoir, qui n'est plus généralement un contrat d'assurance groupe, mais un contrat individuel. Et donc voilà, donc c'est un peu comme si le banquier jouait le rôle de courtier. Voilà, il va pouvoir vraiment vous proposer un produit vraiment très affûté. Donc c'est ça l'ADE. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que ça vaut vraiment, comme on dit, son pesant de cacahuètes. Parce que en fait, c'est quand même lorsque le banquier vous propose ce type de produit, c'est vraiment une bonne solution. Parce qu'en fait, non seulement ça va être un produit proposé par votre banquier, mais en plus de ça, vous avez pu être dans une logique de contrat groupe. Et donc, vous allez vraiment avoir un contrat qui est affûté et adapté à votre profil. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est qu'au niveau du tarif, généralement, vous allez avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de l'ADE, parce que c'est vraiment une alternative qui est vraiment très intéressante. Souvent, aujourd'hui, les contrats d'assurance proposés par les banques ont mauvaise publicité parce qu'ils sont considérés comme étant des produits chers. Mais vous voyez, je voulais vous parler de l'ADE parce que maintenant, c'est plus forcément vrai. On a aujourd'hui des banquiers qui vous proposent des solutions d'assurance prêt qui peuvent être pas chères du tout. Voilà. Et c'est le cas de l'ADE. Donc, sachez-le, demain, si vous avez un banquier en face de vous qui vous propose un contrat d'assurance prêt, ça ne veut pas forcément dire que ça va être cher. Voilà. Et en l'occurrence, s'il vous propose une solution en ADE, généralement, c'est des produits qui ne sont pas chers du tout et qui sont très, très opérationnels. Voilà en ce qui concerne l'ADE. Maintenant, je vais vous parler enfin, la dernière solution, c'est la délégation d'assurance. Donc, la délégation d'assurance, c'est si un jour votre banquier vous dit, écoutez, en ce qui concerne le crédit, pas de souci, je vais pouvoir intervenir. Par contre, en ce qui concerne l'assurance prêt, je vous laisse vous débrouiller tout seul et trouver directement votre contrat d'assurance prêt directement de votre côté. Donc là, tout simplement, la délégation d'assurance, comme son nom l'indique, le banquier vous délègue l'assurance. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas de figure-là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, choisir le contrat que vous souhaitez. Attention, quand je dis choisir le contrat que vous souhaitez, à prendre quand même avec des pincettes, puisque vous allez la délégation d'assurance, effectivement, vous permet de choisir, de travailler avec l'assureur que vous souhaitez, etc. Mais attention, il y a quand même deux conditions. Celle que la banque valide bien le contrat d'assurance en lui-même et que les garanties proposées par le contrat soient équivalentes à celles qui sont exigées par le banquier. Voilà. Mais au-delà de ces deux contraintes-là, si le contrat d'assurance que vous voulez choisir que correspond aux contraintes, aux contraintes de votre banque, dans ce cas-là, vous allez vraiment pouvoir souscrire à ce contrat d'assurance. Donc, c'est ça la délégation d'assurance prêt, c'est tout simplement choisir votre contrat d'assurance vous-même. Alors, c'est vrai que la délégation d'assurance, c'est vraiment la meilleure option, généralement considérée en tout cas comme la meilleure option, parce que vous allez pouvoir vraiment choisir l'assurance que vous souhaitez, faire un grand comparatif avec tous les courtiers que vous souhaitez, toutes les compagnies d'assurance que vous souhaitez, pour avoir à la fois le contrat qui vous va le mieux et en même temps aller chercher les meilleurs tarifs possibles. Voilà. Écoutez, voilà en ce qui concerne les différentes solutions auxquelles vous avez accès lorsque vous négociez un contrat de prêt chez votre banquier. Donc, l'assurance groupe, l'ADE et la délégation d'assurance. Voilà. Donc, je vous ai un peu énuméré effectivement les trois solutions. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite, qui sont les limites de l'assurance prêt. Alors, pour les non-résidents et les expatriés. Donc ça, c'était un point vraiment important et très important même pour vous. Aujourd'hui, bien comprendre la distinction entre comment fonctionne un contrat d'assurance prêt pour un non-résident et un expatrié et un contrat d'assurance prêt pour un résident. Et la réponse est simple, il n'y a quasiment aucune différence. C'est exactement la même méthode de fonctionnement. Donc voilà, donc en soi, il n'y a vraiment rien de compliqué. Maintenant, il y a quand même une distinction. C'est pas vraiment dans le fonctionnement, dans la genèse même du produit, mais plutôt dans les limites du produit. C'est-à-dire que les deux fonctionnent de la même manière, mais sur certains aspects, le contrat d'assurance prêt pour un non-résident expatrié ira un peu moins loin. Alors, je m'explique. Il y a certaines distinctions. La première distinction,
pour un contrat d'assurance prêt pour un non-résident expatrié par rapport à un contrat d'assurance prêt pour un résident, c'est évidemment le pays de résidence. Pour un résident, évidemment, cette question-là se pose pas. Le client réside en France et donc le contrat voilà, se base sur le fait que vous résidez en France et établit ses risques par rapport à votre pays de résidence qui est la France. Maintenant, sur les assurances prêts pour les non-résidents et les expatriés, évidemment, la question principale du contrat, c'est votre pays de résidence. Voilà. Donc, c'est là où il peut y avoir certaines limites, c'est que l'assureur va demander où vous résidez. Et effectivement, certains contrats d'assurance prêt peuvent considérer certains pays comme dit à risque. Voilà. Et c'est là où il y a vraiment des limites. Alors, évidemment, tout ce qui concerne les États-Unis, l'Amérique, pas trop de soucis. L'Europe, pas trop de soucis non plus. L'Asie, pas trop de soucis non plus. Là où ça peut un peu se compliquer, ça va être les pays en Afrique. Alors, j'aime pas trop dire ça, malheureusement, c'est un peu le cas. L'Afrique, le Moyen-Orient, et évidemment, dans d'autres continents, dans certains pays qui sont considérés comme à risque, comme par exemple la Corée du Nord, l'Afghanistan, dans ce type de pays-là. Voilà. Et on voit pas mal de pays également, le Nigeria, le Congo. On a beaucoup de clients notamment qui résident au Congo. Bon, on a beaucoup d'assureurs qui acceptent, mais il y a aussi certaines compagnies d'assurance qui estiment que ce sont des pays à risque et donc qui peuvent compliquer un peu la souscription du contrat d'assurance prêt. Voilà. Donc ça, c'est là où je voulais, ce que je voulais vraiment décrire, c'est cette limite-là au niveau des contrats d'assurance prêt pour les non-résidents, les expatriés, en fonction de la localité de là où vous résidez, cela peut impacter la souscription effectivement et la capacité de l'assureur à pouvoir intervenir sur l'assurance prêt. Voilà. Donc ça, c'est la première limite. En ce qui concerne les pays, le mapping, c'est certainement cette question-là que vous vous posez si effectivement vous avez peur vous avez du moins, vous pensez peut-être résider dans un pays à risque. Il n'y a pas vraiment un mapping précis. N'hésitez pas, nous, à nous solliciter. En tout cas, on pourra vous répondre sur le pays dans lequel vous résidez, si effectivement il est considéré comme un risque. Une bonne méthode également pour avoir une idée de comment est évalué le risque d'un pays, c'est de vous rendre par exemple sur le site du GAFI. Alors le site du GAFI, c'est un site qui répertorie tous les pays du monde entier en fonction de leur fiabilité financière. Et donc, notamment les pays membres du GAFI, qui est donc un accord financier mondial qui impose certaines certains critères liés à la réglementation financière mondiale et qu'il faut respecter pour faire partie effectivement de ce groupement. Et donc, effectivement, si vous allez sur ce site-là, vous pourrez voir effectivement, alors, il y a le GAFI, mais il parle de plein d'autres, accords financiers du monde entier. Il y en a beaucoup, il y en a des dizaines. Et donc, ça vous permet de faire une idée, effectivement, si aucun de vos pays, si votre pays de résidence fait partie d'aucun de ces accords-là, ça peut vous donner peut-être une idée de comment on considère le pays, les compagnies d'assurance. Bien que ce ne soit pas vraiment les mêmes risques, parce que, en l'occurrence, sur ce site-là, on parle de risques financiers, alors que là, en l'occurrence, pour les assurances prêts, les assureurs, on parle de risques de médical, etc., et de vie du quotidien. Donc, ce n'est pas tout à fait lié, mais ça peut quand même vous donner une petite idée des choses. Voilà. Ensuite, l'autre limite dont je voulais vous parler des contrats d'assurance prêt pour les non-résidents, les expatriés par rapport à ceux des résidents, ce sont les garanties. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes résident en France, vous pouvez souscrire aux garanties principales, donc le DCPTIA, et évidemment aux garanties complémentaires, l'ITT, l'IPT, l'ITP et l'IPP. Là-dessus, pas de souci. Par contre, pour les non-résidents, c'est un peu plus compliqué. Sur les garanties principales, le DCPTIA, là-dessus, pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problématique évidemment parce que ce sont les garanties principales et de toute façon c'est les garanties minimales exigées par les banques. Par contre, pour les garanties complémentaires, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, donc sachez-le, il y a beaucoup de compagnies d'assurance aujourd'hui qui proposent les garanties principales pour les non-résidents, les expatriés.
mais qui ne propose pas les garanties complémentaires pour les non-résidents, les expatriés. Voilà. Donc, soyez vigilants à ça. Sachez quand même qu'il y a quand même des compagnies d'assurance qui proposent des garanties complémentaires quand même. Donc, si demain vous voulez vraiment souscrire aux garanties complémentaires, sachez-le, il y a des solutions, évidemment, mais il y a quand même un nombre de compagnies d'assurance qui est un peu plus restreint. Voilà. Donc, je voulais vous énumérer, vraiment aborder cette limite-là au niveau des garanties complémentaires pour les non-résidents, les expats. Ça peut être un peu plus compliqué. Rien de rédhibitoire, mais sachez-le, voilà. Enfin, également une autre contrainte que je voulais aborder, alors c'est vraiment anodin, parce qu'on a juste une compagnie qui le fait, je vous en parle quand même, on ne sait jamais, soyez vigilants à ça. Nous, on a une compagnie d'assurance qui fait la distinction entre les expatriés et les non-résidents. Donc, je rappelle, la différence entre un non-résident et un expatrié, c'est que le non-résident, lui, il travaille dans le cadre d'un contrat de travail local à l'étranger. C'est-à-dire que s'il est résident aux États-Unis, il a un contrat de travail américain sous les lois des États-Unis. Voilà, et pareil dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment la notion du contrat de travail local qui fait que le client est non-résident. L'expatrié, généralement, c'est quelqu'un qui travaille pour une société qui est basée en France, avec un CDI français, donc il a été recruté en France dans le cadre d'un CDI, et il a un avenant d'expatrié dans son contrat CDI qui le détache dans un pays à l'étranger. Voilà. Donc en fait, un expat, c'est quelqu'un qui a un CDI français qui est détaché avec des conditions de rémunération locales dans le cadre d'un avenant d'expatrié qui est intégré dans son contrat CDI. Voilà, c'est ça la différence entre un non-résident et un expat. Sachez-le, c'est très anodin, mais on a quand même une compagnie d'assurance qui fait la distinction. Donc soyez vigilants à ça, regardez bien les notices d'information, les conditions générales, puisque si vous êtes non-résident, il faudra bien déclarer, en tout cas la compagnie d'assurance, que vous êtes non-résident. Dans le cas où vous pouvez peut-être obtenir une dérogation et bien les avertir que vous êtes dans le cadre d'un contrat de travail local. S'ils font cette distinction-là, que vous n'ayez pas de problème. Voilà. Donc, c'est assez anodin, encore une fois, mais sachez-le, nous, on a une compagnie d'assurance qui le fait. Donc, si vous tombez sur cette compagnie d'assurance, soyez quand même vigilants à ça. Voilà. Également, les deux dernières limites que je voulais aborder, c'était les activités professionnelles et les activités sportives. Alors, ça, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que ces contraintes-là, c'est exactement les mêmes que pour un résident. Évidemment, si vous travaillez dans un métier à risque, je sais pas, dans une centrale nucléaire, par exemple, ou dans la plongée, vous êtes plongeur dans la plongée sous-marine ou pilote de petits avions, les contraintes sont les mêmes pour un résident que pour un non-résident. Donc voilà, également pour les activités professionnelles, si vous travaillez, également pour les activités sportives. Si vous avez une activité, vous faites du parachutisme par exemple, évidemment pour les assureurs, le risque est le même pour un non-résident que pour un non-résident. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, on voit souvent chez les non-résidents des gens qui ont des métiers qui peuvent être considérés à risque. C'est vrai qu'on a par exemple beaucoup de pilotes de ligne, on a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur des plateformes pétrolières. On a beaucoup de clients qui peuvent être considérés un peu plus par des critères qui peuvent être considérés comme étant un risque pour les compagnies d'assurance. Voilà. Donc, ce n'est pas une différence par rapport au contrat d'assurance prêt des résidents à ce niveau-là, mais plutôt le fait que les profils d'expat, parfois, les non-résidents, parfois collent, sont sujets souvent aux risques et aux conditions qui peuvent être considérées comme un risque auprès des compagnies d'assurance. Voilà. Donc ça, je voulais juste énumérer ça. Voilà. Écoutez, voilà en ce qui concerne les limites de l'assurance prêt pour les non-résidents des expatriés, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc vous voyez, encore une fois, le contrat d'assurance prêt pour un non-résident expat fonctionne vraiment exactement de la même manière que pour un résident. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. La seule différence, c'est vraiment sur les limites liées à votre pays de résidence, liées à votre contrat de travail et effectivement sur les garanties complémentaires qui peuvent être parfois un peu plus difficiles à souscrire. Voilà, mais sinon, il n'y a pas plus de différence que ça. Donc, si demain vous êtes non-résident expat, à part si vraiment vous travaillez dans un pays très très à risque, généralement, vous n'aurez pas trop de mal à trouver une compagnie d'assurance pour vous assurer sur votre prêt. Voilà. Maintenant, écoutez, ceci étant dit, je vais donc maintenant rentrer encore plus dans le vif du sujet et aborder les différentes lois auxquelles vous avez accès, qui vous protègent dans le cadre et qui vous donnent voilà, pas mal de liberté dans le cadre du choix de votre contrat d'assurance prêt. Donc, elles sont au nombre. Voilà. Donc vous avez trois lois qui
qui vous sont accessibles, qui sont la loi Lagarde, la loi Hamon et l'amendement Bourquin. Donc ces trois lois, c'est très important que vous les compreniez parce qu'elles sont distinctes. Et en fait, la loi, il y a la première loi qui a été votée, qui c'est de la loi Lagarde. Ensuite, il y a la loi Hamon qui est un prolongement de la loi Lagarde. Et ensuite, l'amendement Bourquin qui est un prolongement de la loi Hamon. Et toutes ces lois-là ont été votées de manière assez récente, puisque la loi Lagarde a été votée en 2010, la loi Hamon en 2014 et l'amendement Bourquin en 2017 ou 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est effectivement très récent et c'est des lois qui viennent vous protéger et qui vous donnent une vraie liberté dans le choix de votre contrat d'assurance prêt. Donc ça me semblait important aujourd'hui d'aborder ces points-là dans le cadre de ce webinaire. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, excusez-moi, hop, je vais partager mon écran. Voilà. Hop, ceci étant fait. Donc, la première loi, c'est la loi Lagarde. Alors, comme je le disais, la loi Lagarde a été votée le 1er juillet 2010. Et en fait, c'est une loi, elle est très simple. Elle vous permet de choisir le contrat d'assurance prêt que vous souhaitez le jour où vous souscrivez un contrat, un contrat de prêt, un prêt immobilier. Donc, pour parler de manière un peu plus concrète, le jour où vous allez voir votre banquier pour souscrire, vous avez besoin d'un financement pour souscrire un crédit immobilier, évidemment, à un moment donné, va se poser la question de l'assurance prêt. Sachez-le, la loi vous autorise à choisir le contrat d'assurance prêt que vous souhaitez. Voilà. Donc, sachez-le, même si votre banquier vous dit non, mais moi, j'ai mon contrat d'assurance prêt, vous avez tout à fait le droit de dire non, mais moi, je veux souscrire au contrat d'assurance prêt que je souhaite, je veux une délégation d'assurance. Eh bien, la loi Lagarde vous autorise à le faire. Voilà. Sachez-le également, le banquier n'a pas le droit de changer ses conditions de crédit immobilier si vous imposez le fait de choisir votre propre assurance prêt. Voilà. Donc, la loi Lagarde, elle est simple, elle vous dit que vous avez tout simplement le droit de choisir le contrat d'assurance prêt que vous souhaitez le jour où vous allez souscrire un prêt immobilier. Voilà. Donc, encore une fois, cette loi Lagarde, dans ce cadre-là, vous autorise à choisir le contrat d'assurance prêt que vous souhaitez, mais attention, avant la souscription de votre contrat de prêt, jusqu'à la signature de l'offre de prêt. Voilà. Une fois que votre offre de prêt a été signée, la loi Lagarde n'est plus valable, elle ne joue plus. La loi Lagarde, vraiment, son champ d'action, c'est à partir du moment, c'est jusqu'à la date, sa date butoir, c'est la date de signature de l'offre de prêt. Après cette date, vous ne pouvez plus faire jouer la loi Lagarde pour choisir votre contrat d'assurance prêt si toutefois vous voulez choisir un autre contrat que celui que vous propose votre banque. Voilà. Oui, mais il y a une évolution. À partir de 2014, il y a une nouvelle loi qui arrive, c'est la loi Hamon. Et la loi Hamon, qu'est-ce qu'elle dit depuis 2014, elle dit que même à compter de la date de signature de l'offre de prêt, vous avez encore le droit de choisir le contrat d'assurance prêt que vous souhaitez. Il y a une limite, évidemment, ça se limite à 1 an. Donc, ça veut dire à compter de la signature de l'offre de prêt, vous avez 1 an pour changer d'assurance prêt, le substituer au contrat d'assurance prêt actuellement que vous aurez proposé éventuellement votre banque. Évidemment, il y a une condition, c'est qu'il faut déjà que le contrat d'assurance prêt soit validé par la banque et qu'elle propose les mêmes garanties que le contrat d'assurance prêt souscrit initialement, le jour où vous avez souscrit votre prêt. Voilà ce que dit la loi Hamon. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Elle a été votée en 2014 et elle vous autorise à changer de contrat d'assurance prêt pendant 1 an à compter de la signature de l'offre de prêt, de votre offre de prêt. Voilà. Donc, vous voyez, la loi Hamon, c'est simplement un prolongement de la loi Lagarde. Et encore une fois, elle a été votée en 2014. Et enfin, l'amendement Bourquin. Alors, l'amendement Bourquin, c'est un amendement qui a été voté en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus précisément, qui est, pareil, un prolongement de la loi Hamon. Et qu'est-ce que dit cet amendement? Cet amendement dit que vous avez le droit de changer de contrat d'assurance prêt, donc même après 1 an, donc de la souscription de votre prêt immobilier, mais uniquement à date anniversaire. Donc ça veut dire que durant toute la durée de votre prêt, vous aurez quand même, grâce à l'amendement Bourquin, vous aurez quand même la possibilité de changer
d'assurance prêt, mais uniquement à date anniversaire. Voilà. Alors évidemment, toujours sur les mêmes conditions que la loi Hamon et que la loi Lagarde, à savoir que le contrat d'assurance prêt doit être validé par votre banque et doit correspondre aux mêmes garanties que l'assurance prêt souscrite initialement. Voilà. Donc, pour résumer, la loi Lagarde qui vous autorise à changer d'assurance prêt avant la signature des offres de prêt, la loi Hamon qui vous autorise à changer d'assurance prêt pendant 1 an à compter de la signature de l'offre de prêt, et l'amendement Bourquin qui vous autorise à changer d'assurance prêt toute la durée de votre prêt, mais uniquement à date anniversaire. Voilà. Toutes ces lois-là sont soumises aux mêmes conditions, qui est celle que le contrat d'assurance prêt que vous allez proposer à votre banque, que vous allez substituer à votre contrat d'assurance prêt initial, doit être validé par la banque et en plus proposer les mêmes garanties que le contrat initial. Donc voilà, je vous ai énuméré donc effectivement les différentes lois qui vous sont accessibles, donc dans le cadre justement de la souscription de votre contrat d'assurance prêt. Voilà, à bien retenir, loi Lagarde, loi Hamon et amendement Bourquin. Voilà. Maintenant, écoutez, ceci étant dit, je vais maintenant vous parler un peu, rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet et aborder avec vous les tarifs d'assurance. Alors, les tarifs d'assurance, aujourd'hui, je vais d'abord, avant de parler du tarif concrètement, je vais aborder la manière dont sont présentés les tarifs d'assurance. Ça me semble très important d'en parler parce qu'ils sont présentés aujourd'hui de différentes manières. Et c'est souvent un peu incompris. Nous, on se rend compte au quotidien, nos clients, dans la manière dont ils analysent les tarifs d'assurance, parfois, il y a des erreurs qui sont faites. En fait, depuis plusieurs années maintenant, les autorités de contrôle imposent aux banques et aux assureurs de présenter les tarifs d'assurance de certaines manières, et notamment de 2 manières distinctes. Et c'est ces 2 manières-là que je vais vous expliquer aujourd'hui et ce que je vais aborder aujourd'hui, ce que je vais aborder tout de suite, pour bien comprendre comment fonctionnent les différents tarifs d'assurance. Il y a 2 manières de présenter les tarifs d'assurance, donc qui sont le taux nominal et le TAEA. Alors le TAEA, ça veut dire taux annuel effectif d'assurance. Et en fait, ces 2 taux sont différents et présentent le tarif d'une assurance de manière différente. Et je pense que c'est très important de les distinguer et de bien les comprendre. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionnent les deux. Donc, le taux nominal d'assurance, c'est tout simplement le taux de base, le taux simple d'assurance qui vous permet de calculer le tarif de votre assurance. Je m'explique. Si demain, vous faites un prêt de 100 000 € et vous souscrivez à une assurance prêt de 0,1% de tarif en taux nominal, ça veut dire que votre tarif d'assurance, c'est simple, c'est 100 000 fois 0,1%. Ça vous donne un tarif ça va vous donner un tarif de 8,33 € par mois, si vous le divisez par 12. Donc, c'est ça le taux nominal. C'est simplement le taux qui vous est donné pour calculer le tarif de votre assurance prêt. Voilà. Oui, mais le problème qui se pose avec le taux nominal, c'est que, et c'est souvent que font l'erreur de beaucoup de personnes, c'est que lorsque la banque vous propose un crédit immobilier, elle va vous proposer son taux de crédit immobilier et elle va vous proposer un taux d'assurance. Donc, si elle vous propose un taux de crédit immobilier à hauteur de 1%, par exemple, et un taux d'assurance à hauteur de 0,1%, pour rester dans l'exemple que je viens juste de citer, pardon. Souvent, les gens disent, du coup, mon taux assurance comprise, c'est 1,1%. Bah oui, mon taux de crédit de 1% et mon taux d'assurance, c'est de 0,1%. Donc, mon taux de crédit, avec assurance comprise, il est de 1 plus 0,1, donc 1,1%. Voilà. Et en fait, ça, c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas additionner un taux de crédit avec un taux nominal d'assurance. Ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que le taux de crédit dépend, la mensualité de prêt immobilier dépend d'une formule mathématique qui n'est pas la même que
votre mensualité de prêt qui dépend d'une autre formule mathématique. Donc, en fait, le fait d'additionner un taux de crédit avec un taux d'assurance prêt en nominal, c'est un peu comme si vous additionnez des choux et des carottes. Ce n'est pas possible puisque c'est deux formules mathématiques distinctes. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les autorités de contrôle se sont dit, oui, mais dans ce cas-là, il faudrait pouvoir communiquer aux clients un taux d'assurance qui puisse être additionnable au taux de crédit pour qu'on puisse se faire une idée du taux assurance comprise. Et en fait, d'où vient l'idée du fameux TAEA? Et c'est ça le TAEA, le taux annuel effectif d'assurance. C'est en fait un taux d'assurance qui découle du taux nominal, mais que l'on peut additionner au taux du prêt pour obtenir le taux assurance comprise. Voilà. Alors, en fait, l'objectif de ça, c'est de pouvoir donner de la visibilité, de la clarté au consommateur le jour où il va avoir une offre de crédit immobilier avec une assurance prêt, de pouvoir connaître l'impact de l'assurance prêt dans le taux global de son crédit. Voilà à quoi sert le TAEA. Alors, comment il est calculé, le TAEA? Ça, je vais vraiment entrer un peu plus dans le détail. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est un peu rébarbatif, mais je vais quand même vous expliquer un peu pour ceux vraiment que ça intéresse mathématiquement. Ça peut quand même être intéressant. Le TAEA, c'est simple. En fait, comment il est calculé? En fait, il est calculé à partir de la formule mathématique qui permet de calculer la mensualité d'un prêt immobilier. La formule mathématique de la mensualité, pour obtenir la mensualité de prêt immobilier, c'est une formule un peu complexe. Et je vais pas rentrer, je vais pas vous présenter cette formule-là. Ce que je vais simplement vous dire, c'est que cette formule-là, elle dépend. En fait, c'est une formule mathématique qui dépend de trois variables, qui sont la durée de votre prêt, le taux de votre prêt et le montant de votre prêt. Donc, à partir de là, c'est vrai, quand, par exemple, vous allez sur des sites internet et vous voulez calculer votre mensualité de prêt, on vous demande trois variables qui sont effectivement la durée. On vous demande sur quelle durée vous voulez emprunter. Le taux de votre prêt et on vous demande le montant de votre prêt. À partir de là, on arrive, le calculateur vous calcule votre mensualité de prêt à partir de cette fameuse formule mathématique. Donc, cette formule mathématique, en fait, pour calculer justement ce TAEA, ils l'utilisent. Comment ils font? En fait, ils prennent, à partir du taux nominal, ils calculent le montant de votre assurance prêt, ils l'additionnent à la mensualité de votre crédit et ils obtiennent la mensualité assurance comprise. Et en fait, ils prennent cette formule mathématique-là, ils la retournent pour en fait que l'inconnu ce soit plus la mensualité de prêt, mais que ça devienne que l'inconnu devienne le taux. Et en fait, les trois nouvelles variables qu'on intègre dans la formule mathématique, c'est la durée, le montant emprunté et la mensualité de prêt assurance comprise. Et à partir de là, à partir de cette formule mathématique, qu'on l'a retournée, on obtient le taux assurance prêt comprise. Voilà. Et ensuite, il vous suffit simplement de soustraire le taux de crédit avec le taux assurance comprise et vous obtenez le TAEA. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair. Ça peut paraître un peu confus comme ça, mais voilà, je tenais à vous expliquer comment était calculé le TAEA et c'est comme ça qu'il est calculé. Voilà. Donc, pourquoi je vous explique un peu cette distinction-là? Parce qu'en fait, il faut vraiment, quand on vous fait une proposition d'assurance prêt et une proposition de crédit immobilier, il faut bien distinguer le taux nominal et le TAEA. Pourquoi? Parce que pour un taux nominal donné, approximativement, le TAEA est égal à x2 le taux nominal. Ça veut dire quoi? C'est là où je voulais en venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on propose un taux nominal de 0,1%, eh bien, en fait, son impact sur le taux global du crédit, il est de 0,2%, approximativement. Évidemment, je vulgarise. C'est un peu moins que ça, mais approximativement, pour vous faire une idée des choses, le TAEA, le taux nominal est égal le TAEA est égal à x2 le taux nominal. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on sous-estime souvent l'impact que peut avoir l'assurance prêt dans le taux global de votre emprunt. Voilà. Et c'est là où
donc je vais en venir, c'est maintenant, c'est donc au tarif d'assurance, au tarif d'assurance prêt. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, les tarifs d'assurance prêt, ça va vraiment du simple au double, au triple, au quadruple. Il y a vraiment de tout. La première chose que je voulais vous dire, c'est que sur l'assurance prêt, par rapport aux non-résidents, par rapport aux résidents, il n'y a pas vraiment, c'est vraiment le point que je voulais vous dire, c'est que sur les tarifs, il n'y a pas vraiment de différence. Sur vraiment des risques classiques, si vous résidez dans un pays qui n'est pas considéré comme un risque, les tarifs d'assurance sont quasiment, pour un non-résident, sont quasiment exacts que pour un tarif de résident. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous dire. Les tarifs d'assurance sont les mêmes que pour un résident. Donc ça, vraiment, ne pensez pas que si vous souscrivez un contrat en tant que non-résident, vous allez payer que vous allez payer plus cher parce que vous êtes non-résident. Ça, c'est pas vrai. Les tarifs d'assurance pour les non-résidents sont quasiment au même tarif. Évidemment, à partir du moment où vous résidez dans des pays qui ne sont pas considérés comme à risque. Voilà. Donc, en termes de tarifs, généralement, un tarif d'assurance prêt moyen, alors considéré comme des bons tarifs, par exemple, pour les tarifs les plus bas, on est aux alentours de 0,05% de cotisation en taux nominal. Donc, ça représente, pour un tarif de 0,05%, ça représente à peu près, excusez-moi, ça représente à peu près voilà, ça représente à peu près 4 € par mois environ. Ça, c'est vraiment pour les tarifs les plus bas. Il peut même parfois y avoir encore un peu plus bas, mais on est dans ces eaux-là. Après, vous allez avoir des tarifs qui vont ensuite à 0,10%, par exemple. 0,10%, ça reste quand même des bons tarifs. Pour une tranche de 100 000 € empruntés, on est environ à 8 € par mois, à peu près, de mensualité. Voilà, on est toujours dans des bons tarifs, et en tant que non-résident expat, c'est des tarifs auxquels vous pourrez avoir accès. Après, sachez-le, les tarifs d'assurance peuvent évoluer encore, peuvent être au-delà, hein, on peut aller jusqu'à 0,20% en taux nominal. 0,20%, ce n'est pas encore totalement astronomique. C'est des tarifs qui tiennent encore la route. Mais si vous résidez dans des pays à risque, vous avez un état de santé avec des problématiques de santé, ça peut aller jusqu'à 0,30%, même parfois 0,40%, et même parfois ça peut aller au-delà. Voilà. Donc sur les tarifs d'assurance, voilà, sachez-le, ça peut être du simple au double, au triple, au quadruple, mais de manière générale, si vous résidez dans ce qu'on considère un pays qui n'est pas à risque, un pays normal, on va dire, enfin, voilà, qui n'est pas considéré comme risqué, votre état de santé est normal, déjà, sachez-le, votre tarif d'assurance sera exactement le même que pour un résident, et donc vous aurez des tarifs, en tout cas en délégation d'assurance, qui sont tout à fait intéressants, de l'ordre de 0,05% de cotisation, 0,1%, 0,2% dans ces eaux-là. Voilà. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Sur les tarifs d'assurance. Voilà. Et donc, bien garder à l'esprit qu'effectivement, aujourd'hui, pour les non-résidents, les expats, il n'y a aucune raison que vous payiez plus cher que pour un résident. Voilà. Enfin, voilà, un des derniers points que je voulais aborder, c'est vraiment d'aborder la part du coût de l'assurance prêt, dans le taux d'assurance, dans le TEG, dans le taux d'assurance global. Je voulais vraiment faire un point là-dessus pour vous expliquer qu'aujourd'hui, la part de l'assurance prêt a une part est vraiment très importante dans le coût global du crédit. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, depuis plusieurs années, le coût du crédit est vraiment, le coût du crédit seul est vraiment très bas. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont très bas, de l'ordre de 1%. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'assurance prêt, elle, n'a pas diminué depuis. Et donc, à l'époque, on empruntait à des taux de 3-4%, bah, on avait cette part-là sur le coût du crédit et l'assurance prêt qui, elle, représentait environ cette part-là. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2-3 ans, bah, la part du coût du crédit, le taux d'intérêt a baissé, donc la part du coût du crédit a baissé. Mais la part, elle, de l'assurance prêt, elle n'a pas bougé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où le coût de l'assurance prêt n'est pas a une part vraiment importante sur le coût total du prêt. Et je ne vais pas dire que le coût de l'assurance prêt coûte plus cher que
le coût du prêt lui-même, mais on s'en rapproche presque, quoi. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, le coût de l'assurance prêt a une part vraiment importante dans le coût global du crédit. Donc, c'est vraiment ça le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de gens aujourd'hui qui se focalisent sur la négociation de leur taux d'intérêt de prêt. Sachez-le, vous avez aussi beaucoup d'intérêt et beaucoup à gagner à aller chercher à négocier votre contrat de prêt, puisqu'il représente une part importante dans le coût global de votre crédit. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais la différence entre taux nominal et TEA, parce que faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on vous propose un taux nominal à 0,1%, eh ben, l'impact dans le coût global de votre taux, il n'est pas de 0,1, mais il est multiplié à peu près par 2, c'est-à-dire à peu près de 0,2%. Donc, en d'autres termes, si demain vous faites un emprunt à 1% et qu'on vous propose un taux d'assurance en nominal à 0,1, eh ben, il n'est pas de 0,1, mais il est de 0, à peu près, encore une fois, à peu près, de 0,2. Donc, ça veut dire que ça fait 1 plus 0,2, ça fait 1,2. Donc, ça veut dire que là, dans notre cas, c'est des cas assez fréquents, hein, là, je ne suis pas en train de prendre des chiffres totalement aberrants, loin de là, ça veut dire que sur l'assurance représente 20% du coût total de votre prêt. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que n'hésitez pas à négocier l'assurance prêt. N'hésitez pas à aller chercher des contrats d'assurance prêt, essayer de les négocier, de chercher des tarifs intéressants, puisque ça a un impact non négligeable sur le coût total de votre prêt. Voilà. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. Écoutez, voilà, et alors, là encore une fois, j'ai pris un exemple avec un taux nominal de 0,1%, mais sachez-le, il y a beaucoup aujourd'hui de contrats d'assurance prêt qui proposent des taux nominaux à 0,2%, par exemple. Un taux nominal à 0,2%, ça veut dire que sur votre coût, sur votre taux global de crédit, l'impact se devra à peu près multiplié par 2, encore une fois, à peu près, c'est-à-dire 0,4. C'est-à-dire que demain, si un banquier vous propose un taux de crédit à 1%, avec une assurance prêt à 0,2% en taux nominal, l'impact sur le TAA, le TAA sera de 0,4%. Ça veut dire que sur votre taux d'assurance, taux de crédit assurance comprise, vous serez à 1,4%, avec le taux de crédit qui représente 1% et l'assurance qui représente 0,4%. Donc ça représente quasiment un tiers, là dans notre exemple, l'assurance prêt représente presque un tiers du coût global de votre crédit. Vous voyez, donc on peut vraiment, en prenant des chiffres, montrer l'impact énorme aujourd'hui de l'assurance prêt dans votre taux assurance comprise. Voilà. Donc voilà, j'insistais bien là-dessus. J'espère que c'est plus clair pour vous. Donc sur les tarifs d'assurance. Bon, maintenant pour finir, je voudrais juste finir sur un point important. Alors ça va rentrer un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire, mais je voudrais quand même vous le préciser. Sachez-le, ne choisissez pas non plus votre contrat d'assurance prêt uniquement sur son tarif. Une assurance prêt, vous payez également un service. Ce que je veux dire par là, c'est que pour 2 tarifs d'assurance prêt donnés, c'est pas parce que vous allez choisir l'assurance prêt la moins chère que ça va être la meilleure. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une assurance prêt ne se choisit pas uniquement sur le tarif. Demain, vous allez pouvoir choisir peut-être une assurance prêt qui a un tarif très très bas, mais avec des conditions qui sont très très mauvaises. Et inversement, c'est pas parce que vous avez choisi un contrat d'assurance prêt avec un tarif élevé que vous avez forcément fait une mauvaise affaire. Parce que si ça se trouve, dans ce contrat-là, vous allez avoir des conditions qui sont très bonnes, avec des contraintes qui sont très peu limitées, etc. et qui fera que vous serez très bien couvert. Voilà. Donc, ne choisissez pas votre contrat d'assurance prêt uniquement sur le tarif. Voilà, je voulais juste finir là-dessus. Je pense que c'est un point très important. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que quand vous choisissez un contrat d'assurance prêt, toujours bien regarder les notices d'information, bien regarder les conditions générales. Voilà, il y a plein de petites choses à regarder. Alors, j'en ai énuméré quelques-unes, mais notamment l'incapacité de travail et d'invalidité. Vérifiez bien si tous les cas de figure sont couverts. Est-ce qu'il existe des durées maximum de prise en charge? Est-ce qu'il y a des exclusions? Alors, en ce qui concerne les arrêts de travail, quel est le montant de la garantie? Est-il exprimé en pourcentage de la mensualité de prêt? Quelle est la période de franchise, les délais de carence? Les durées de garantie, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel la garantie n'est plus valable? Voilà, donc là, je vous ai énuméré, vous voyez déjà différents critères qui varient en fonction des différents contrats d'assurance prêt.
et donc qui ne se reflètent pas forcément toujours dans les tarifs d'assurance. Voilà. Donc, encore une fois, choisissez bien votre contrat d'assurance de manière judicieuse et basée sur une analyse précise et approfondie des notices d'information et des conditions générales. Voilà. Écoutez, pour ce webinaire, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai quand même donné pas mal de billes sur ce qu'était le contrat d'assurance prêt, et notamment pour les non-résidents, les expatriés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est bien distinguer le taux nominal et le TEA. C'est vraiment deux notions distinctes et qui se reflètent différemment dans leur manière de présenter les choses, et qui vous permet vraiment de prendre conscience de l'impact qu'a l'assurance prêt dans le taux global de votre crédit. Enfin, bien connaître les trois lois dont vous avez accès, qui sont la loi Lagarde, la loi Hamon et l'amendement Bourquin. Donc la loi Lagarde, pouvoir choisir un contrat d'assurance prêt jusqu'à la signature de l'offre de prêt. La loi Hamon, à compter de la signature de l'offre de prêt pendant 1 an. Et ensuite l'amendement Bourquin durant toute la durée du prêt et uniquement à date anniversaire. Voilà. Enfin, bien avoir en tête les différentes garanties que je vous ai énumérées, donc le décès, PTIA, ITT, IPT et IPP. Et enfin, j'insiste bien choisir son contrat d'assurance prêt, pas uniquement sur le tarif, mais également sur les conditions générales et les notices d'information. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Sachez-le, aujourd'hui vous y avez assisté, mais il est enregistré et sera mis en ligne sur notre site internet avec le sommaire pour pouvoir vous rendre à la minute qui va bien sur le thème et les informations que vous souhaitez récupérer sur ce webinaire. Sachez que ce webinaire est écrit également, qui sera envoyé à vous tous qui avez assisté à ce webinaire, également aux absents, et également à toute notre clientèle, et qui sera en ligne directement également sur notre site internet, sur la page blog, et également sur la page webinaire, donc qui sera parfaitement à disposition sur notre site. Voilà, comme ça vous pourrez récupérer des informations comme bon vous semble, et les informations que j'ai diluées aujourd'hui dans ce webinaire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Encore de plus en plus aujourd'hui de visiteurs sur sur nos pages de webinaire, et également de plus en plus de gens qui participent, de participants de webinaires. Donc, je vous en remercie. Merci pour votre fidélité. Encore beaucoup d'autres webinaires à venir, notamment sur les produits dédiés aux non-résidents et expats, comme toujours. Notamment sur la nue propriété, les SCPI, les assurances vie luxembourgeoises, et encore plein d'autres produits dédiés aux non-résidents expats qu'on détaillera également dans plein d'autres webinaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. N'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site ou par téléphone. Avec grand plaisir, et notre équipe sera toujours là pour se rendre disponible pour vous donner des informations. À bientôt.